Merci beaucoup, Angie. Alors, comme il disait, nous allons enchaîner avec le Forum des compagnies pétrolières nationales d'Afrique de l'Ouest. Mais avant cela, je vous prie de suivre cette vidéo de Technip Energy. Juste le temps de faire la photo et on va vous passer la vidéo. Même si le ciel tombait, du temps pour laver. Chez Technip Energies, nous sommes une entreprise d'ingénierie et de technologie avec une longue histoire et un savoir établi depuis 60 ans. Nous avons une expérience pionnière dans le domaine du gaz, le GNL sur unité flottante plus connu sous le nom de floating LNG et de manière générale, la valorisation de la chaîne gazière entière. Nous intervenons de l'étude conceptuelle aux méga projets clés en main, que ce soit onshore ou offshore, et avons exécuté les plus grands projets de GNL du monde, tels que Yamal LNG, Prélude, INFE au Qatar, qui est en cours d'exécution. Le gaz naturel, et GNL en particulier, est un carburant de transition essentiel, permettant de réduire de 50% les émissions de CO2 liées à la production d'électricité par rapport au charbon. Le GNL est le seul combustible fossile dont l'utilisation augmentera d'ici 2040, en parallèle du développement des énergies durables. Chez Technip Energies, nous proposons des solutions sur mesure, adaptées aux contextes économiques et environnementaux les plus spécifiques, pour une gestion optimisée des ressources avec un impact significatif sur le développement d'autres industries telles que l'électricité, les mines et les engrais. Ces solutions sur mesure permettent d'avoir un impact à court, moyen et long terme sur l'économie des pays. Nous aidons par ailleurs à définir les stratégies locales de développement énergétique en fonction des ressources disponibles et du contexte économique. L'Afrique dispose notamment de ressources gazières considérables. Technip Energy est présent au Sénégal depuis 2017. Nous nous sommes installés au Sénégal suite aux découvertes pétrolières et gazières. Notre ambition est une ambition long terme, avec une stratégie à fort contenu local. Nous avons terminé le projet AKTBS de la Sarre. Ce projet était un projet d'augmentation de capacité de production à hauteur de 30% et une adaptation des installations au prochain brut du champ Sangomar. La particularité de ce projet, c'est un projet qui nous a servi de pilote au niveau du contenu local. Nous avons pu tester le tissu industriel sénégalais. Il faut savoir que 80% de l'exécution de ce projet a été fait par des entreprises sénégalaises. Cela a permis le transfert de compétences à ces sociétés et de se confronter aux standards internationaux. Nous avons atteint, au pic du projet, 500 personnes sur le site de réalisation. Nous sommes actuellement en exécution du package FPSO du projet GTA. Il est en réalisation en Chine et nous prévoyons des installations offshore au Sénégal et en Mauritanie au premier semestre 2023. Au-delà des projets, notre action locale s'inscrit dans une dynamique de partenariat avec des instances publiques et privées. Cela nous permet de renforcer notre engagement localement par des initiatives telles que le transfert de savoir-faire et de compétences et de réaliser des études de conception. Notre ambition au Sénégal et en Afrique est de participer au développement des projets énergétiques, de la valorisation gazière, notamment dans les secteurs du GNL, des usines d'engrais, de la pétrochimie et du gas to power. Nous souhaitons accompagner le continent dans une transition énergétique adaptée au contexte africain par le biais de technologies telles que l'hydrogène vert et la capture carbone.
On va faire ça. Alors, mesdames et messieurs, merci de rejoindre vos places. Nous allons continuer avec le forum des compagnies pétrolières nationales d'Afrique de l'Ouest. Alors, je vous laisse 2 minutes, le temps de vous asseoir, s'il vous plaît. So please take back your seat. We'll have right now, within 1 minute, the NOC forum. Je vais les appeler, ils vont monter et je vais vous introduire, vous allez vous asseoir, on va lancer le vidéo. Parce que voilà, c'est un sponsor et là on l'a lancé par son regard. On va le repasser. C'est bien comme ça. C'est 5 minutes, c'est ça, 5 minutes 4 minutes, ok. Ouais, c'est technique, ouais, c'est 4 minutes, et voilà. Vraiment, c'est déjà. Alors, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, comme vous le voyez, on est un peu en retard, un peu bousculé par le programme. Veuillez reprendre vos places. Et nous enchaînons avec le forum des compagnies pétrolières nationales d'Afrique de l'Ouest. J'appelle sur scène M. Thierno Seydouli, directeur de la Société nationale des pétroles du Sénégal, Petrosen. Thierno Seydouli. Tourad Abdelbaghi, directeur général de la Société mauritanienne des hydrocarbures et de patrimoine minier. Teledonio Placido Vieira, directeur général de Petroguine. Yaya Barrow, directeur général de la Gambia National Petroleum Company. Dr Kwame Ba Nwako, directeur général durabilité et relations avec les parties prenantes à la Ghana National Petroleum Company. Amadou Doumbouya, directeur général de la Société nationale des pétroles, SONAP. Fodé Mansare, directeur général à la direction des hydrocarbures, cabinet du président de la République de la Sierra Leone. Et Amina Ben Khadra, directrice générale de l'Office national des hydrocarbures et des mines. Alors, mesdames et messieurs, veuillez prendre place, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde est là? Oui, ok. Et ce forum sera modéré par M. Serigne Mboup, qui est le chairman de CEL Sénégal. Merci de l'accueillir, mais avant cela, non. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez prendre vos places? Please be seated. We are running very late. And we have another event just in the evening. Is it okay? So can we proceed? Please. Thank you so much. So Andrew, if everything is okay, we just can launch the video of Technip Energy. Chez Technip Energies, nous sommes une entreprise d'ingénierie et de technologie avec une longue histoire et un savoir établi depuis 60 ans. Nous avons
une expérience pionnière dans le domaine du gaz, le GNL sur unité flottante plus connu sous le nom de floating LNG, et de manière générale, la valorisation de la chaîne gazière entière. Nous intervenons de l'étude conceptuelle aux méga-projets clés en main, que ce soit onshore ou offshore, et avons exécuté les plus grands projets de GNL du monde, tels que Yamal LNG, Prélude, INFE au Qatar, qui est en cours d'exécution. Le gaz naturel, et GNL en particulier, est un carburant de transition essentiel, permettant de réduire de 50% les émissions de CO2 liées à la production d'électricité par rapport au charbon. Le GNL est le seul combustible fossile dont l'utilisation augmentera d'ici 2040 en parallèle du développement des énergies durables. Chez Technip Energies, nous proposons des solutions sur mesure adaptées aux contextes économiques et environnementaux les plus spécifiques pour une gestion optimisée des ressources avec un impact significatif sur le développement d'autres industries telles que l'électricité, les mines et les engrais. Ces solutions sur mesure permettent d'avoir un impact à court, moyen et long terme sur l'économie des pays. Nous aidons par ailleurs à définir les stratégies locales de développement énergétique en fonction des ressources disponibles et du contexte économique. L'Afrique dispose notamment de ressources gazières considérables. Technip Energies est présent au Sénégal depuis 2017. Nous nous sommes installés au Sénégal suite aux découvertes pétrolières et gazières. Notre ambition est une ambition long terme, avec une stratégie à fort contenu local. Nous avons terminé le projet AKTBS de la SAR. Ce projet était un projet d'augmentation de capacité de production à hauteur de 30% et une adaptation des installations au prochain brut du champ Sangomar. La particularité de ce projet, c'est un projet qui nous a servi de pilote au niveau du contenu local. Nous avons pu tester le tissu industriel sénégalais. Il faut savoir que 80% de l'exécution de ce projet a été fait par des entreprises sénégalaises. Cela a permis le transfert de compétences à ces sociétés et de se confronter aux standards internationaux. Nous avons atteint, au pic du projet, 500 personnes sur le site de réalisation. Nous sommes actuellement en exécution du package FPSO du projet GTA. Il est en réalisation en Chine et nous prévoyons des installations offshore au Sénégal et en Mauritanie au premier semestre 2023. Au-delà des projets, notre action locale s'inscrit dans une dynamique de partenariat avec des instances publiques et privées. Cela nous permet de renforcer notre engagement localement par des initiatives telles que le transfert de savoir-faire et de compétences et de réaliser des études de conception. Notre ambition au Sénégal et en Afrique est de participer au développement des projets énergétiques, de la valorisation gazière, notamment dans les secteurs du GNL, des usines d'engrais, de la pétrochimie et du gas to power. Nous souhaitons accompagner le continent dans une transition énergétique adaptée au contexte africain par le biais de technologies telles que l'hydrogène vert et la capture carbone. Merci beaucoup pour votre patience et bravo à Technip Energies pour son travail et merci d'accompagner cette conférence MSGBC. Alors, nous démarrons donc ce forum des compagnies pétrolières nationales d'Afrique de l'Ouest et je passe le relais à M. Serigne Mboup qui va modérer les discussions. Merci beaucoup, Madame Ndour. Bonsoir tout le monde, je suis très heureux de participer à ce panel des sociétés nationales qui sont les bras d'exécution des politiques des différents États qui composent notre bassin. Je suis très heureux de retrouver ici quelques personnalités qui ont beaucoup fait pour le développement de l'exploration en Afrique. Et je commencerai par Madame le ministre Amina Ben Khadra, qui est directrice générale de l'ONIM,
la Société nationale donc, du Maroc, Pétrole et Mines, qui a fait pendant les 15-20 dernières années, qui est une des grandes pionnières de l'exploration. Et je voudrais que vous l'applaudissiez, puisque c'est l'une des grandes fiertés de notre continent. Et je voudrais aussi saluer la présence de Celedonio Placido Vieira, qui est directeur général de Petroguine, un autre combattant, comme on dit ici, un autre ancien qui a parcouru avec beaucoup d'autres et surtout un des promoteurs du MSGBC dans sa forme actuelle, parce qu'à un moment donné, il a fallu se dire, comme le veulent nos autorités, il faut qu'on forme ce bassin, qu'on le formalise et qu'on lance des projets en commun. Et donc, Celedonio, merci beaucoup d'être tout aussi actif après tant d'années. Il y a aussi M. Yaya Barrow, qui est le directeur général de la Société nationale des pétroles du Gambie, Gambia GNPC. Félicitations pour vous aussi, le travail que vous faites avec toutes les équipes. M. Fafaye qui était là, le ministre Ablaye Diop, Djeré, notre ami. Donc les Gambiens sont aussi des partenaires de Petrosen et c'est toujours dans la même philosophie que ce bassin MSGBC dans l'organisation qu'elle porte aujourd'hui a été créée. Je voudrais saluer aussi notre jeune frère, je peux me permettre de l'appeler comme ça, Amadou Doumbia, donc directeur général de la SONAP, Société nationale des pétroles de Guinée, qui est aussi quelqu'un de très dynamique et de très engagé, et donc qui est partie prenante de cette équipe de jeunes qui ont pris la relève, avec évidemment Thierno Seydouli, qui est le directeur général de la Société nationale des pétroles, Petrosen, et PSA. Et je vais terminer donc par deux personnalités importantes. D'abord, notre invité, le docteur Ouameba Nwako, c'est ça, Ouameba Nwako, qui est le directeur général Sustainability and, je crois, les relations avec les parties, third parties, hein, au ministère, donc à la Société nationale des pétroles du Ghana. Merci beaucoup d'être venu. Je crois que votre expérience de pays producteurs et aussi d'importants impulseurs du contenu local pourra aider à bâtir une coopération sous-régionale qui permettrait aux autres pays de bénéficier de votre expérience. Et enfin, je termine avec Tourat Abdelwagui, qui est donc évidemment qui est chez lui à Dakar, hein, pour les relations séculaires qu'il y a entre le Sénégal et la Mauritanie, mais aussi pour le rôle majeur de la Société mauritanienne des hydrocarbures et du patrimoine minier qu'il a l'honneur de diriger et qui est un des acteurs majeurs de ce projet GTA qui relie aujourd'hui le Sénégal et la Mauritanie. Alors, nous avons quelques minutes donc, pour discuter de sujets importants à la suite de ce que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, mais aussi tous les ministres qui sont passés et le forum, le panel qui vient de terminer en est une illustration. Nous sommes dans une période de transition énergétique. La transition, le président le disait, pour transiter, il faut déjà avoir l'énergie. Certains pays l'ont, mais la plupart non. Mais en plus, pour notre secteur, la transition a un autre aspect extrêmement important, c'est que les fonds manquent pour le financement de l'exploration. Alors nous avons beaucoup de challenges. Non seulement nous devons utiliser nos capacités et les ressources africaines pour jouer notre partition dans la transition, mais en plus, l'argent n'existe pas forcément pour donc porter tous ces projets. D'où l'importance de réfléchir sur des stratégies de partenariat, de coopération, et pour voir comment nous pouvons joindre nos efforts pour que justement ces objectifs soient atteints. Qu'est-ce qu'il faut faire comme réforme? Quelle expérience avons-nous? Quelle synergie pouvons-nous bâtir pour justement que nos sociétés nationales puissent mettre en application les directives de nos chefs d'État? Et je commencerai, honneur aux dames, par Madame le ministre, pour vous demander, le Maroc est un grand pays, on le sait, vous avez une parfaite organisation sur la gestion des données, sur la gestion
du bassin minier et tout ça. Vous avez aussi, on le sait, des ressources humaines de qualité. Vous avez un certain nombre d'expériences sur beaucoup de problèmes qui sont aujourd'hui des problématiques dans notre sous-région. Comment avez-vous fait et qu'est-ce que vous pouvez partager avec vos collègues qui sont autour de cette table pour justement que les ambitions déclinées ce matin et les problématiques dont nos ministres ont parlé tout à l'heure, nous puissions leur donner une impulsion positive. Merci pour vos propos à mon égard et je voudrais tout d'abord remercier le Sénégal, toutes les autorités sénégalaises et Petrosen, d'abord pour l'organisation de cette excellente conférence, pour l'invitation qu'ils ont faite à leurs collègues marocains et qui nous permettent de partager aujourd'hui avec tous nos pays frères africains et toutes les sociétés nationales et tous les représentants d'entreprises nos expériences et nos moyens pour faire de l'Afrique ce continent du futur, puisque tout le monde dit l'Afrique est riche de ses ressources naturelles, l'Afrique est riche de son potentiel humain et de sa jeunesse, et donc il faut absolument qu'ensemble, comme le disait également le président Macky Sall ce matin, et comme le dit le souverain du Maroc, le roi Mohamed VI, l'Afrique se développera par plus d'intégration, par plus de coopération entre les pays du Sud, et bien sûr toujours avec le partenariat vis-à-vis des grands groupes et des compagnies et des bureaux avec lesquels les uns et les autres travaillent. Comme on l'a dit depuis ce matin, l'énergie est véritablement un élément essentiel pour tout développement économique et notre continent, malgré ses richesses importantes, a également des déficits. Tout le monde a répété que 600 millions d'habitants n'ont pas accès à l'énergie, que près de 1 milliard ont des énergies de très très mauvaise qualité et donc des conditions de vie très, très difficiles. Et cela pose le challenge de l'accès à l'énergie de notre continent. En ce qui concerne le Maroc, nous avons bien sûr aussi été confrontés à plusieurs reprises à un certain nombre de difficultés, de défis, ne serait-ce que par exemple, si je prends la question de l'électrification rurale, en 1995 par exemple, le taux d'électrification du Maroc était de 25%. Aujourd'hui, l'électrification rurale est à 99,5%, mais c'est juste pour dire qu'à un moment donné, il faut une politique volontariste de l'État, il faut l'engagement des acteurs, il faut les cadres réglementaires d'accompagnement. Et donc, pour s'illustrer ce PERG, on faisait 15 à 20 villages par an électrifiés. Et il y a un ministre qui est arrivé, c'était en 92, il a dit « ça ne peut pas continuer comme ça ». On ne peut pas, nous, en tant que ministère, faire le travail qu'un office ou une société doit faire. Il a confié le projet à l'ONE, l'Office national de l'électricité. Ils ont innové d'un point de vue de financement en mettant en commun les moyens de l'ONE, les moyens de l'État, les collectivités locales et les particuliers qui allaient payer sur plusieurs mois quelques dizaines de dirhams pour pouvoir contribuer. Et puis, avec l'augmentation du nombre de villages, les prix de l'électrification a baissé et donc on est passé de 20 villages à 50 villages, à 100, 1000 et ça a donné cette dynamique qui après a pu également servir de modèle puisque souvent dans un certain nombre d'interventions à l'international, l'ONE était sollicitée pour donner un peu les raisons de ce succès du plan d'électrification rurale, de contribuer également dans un certain nombre d'instances à montrer ce modèle qui a réussi pour le partager. Ceci, c'était juste un exemple pour illustrer, mais pour revenir également, le Maroc n'a pas de richesse encore, par exemple, de découverte d'hydrocarbures. Nous espérons que nous aurons également notre tour, puisque nous appartenons à ce beau bassin qui est productif aujourd'hui et qui n'a pas encore dit son dernier mot sur l'ensemble du potentiel et dont le Sénégal et la Mauritanie sont les têtes de pont en termes de richesse et de ressources. Et nous espérons que la compréhension qui viendra de ces échanges, de cette collaboration entre nous permettra également d'améliorer la connaissance des bassins sédimentaires qui sont mitoyens à ceux de la Mauritanie, à partir de Dakhla jusqu'au nord, pour pouvoir faire des découvertes commerciales. Mais indépendamment de cela, nous avons donc, par exemple, si je rappelle que les dernières décennies, depuis 2007-2008, on a mis en place une stratégie énergétique qui était basée sur la question de la sécurité d'approvisionnement, sur la diversification du mix énergétique, c'est-à-dire que pour avoir la sécurité, il faut toutes les sources, le charbon, le fioul, le gaz, les énergies renouvelables, le développement des énergies renouvelables dont le Maroc et dont tous nos pays
dispose de manière importante, et donc une volonté de développer ces énergies renouvelables, bien sûr progressivement en fonction de leur compétitivité. Et ce qui était également important chez nous, c'était la gestion de la demande, l'efficacité énergétique, c'est-à-dire même si on doit consommer mieux, parce qu'on est des sociétés en plein développement, même si on doit consommer plus, on doit consommer mieux. Et donc l'efficacité énergétique doit être également un soubassement dans nos politiques. Un élément fondamental qui a également été celui de notre stratégie, c'est l'intégration régionale. Nous sommes disons, au nord-ouest de l'Afrique. Nous sommes à proximité de 15 km de l'Europe. Nous sommes la tête de pont également pour toute la partie, tous les pays africains et subsahariens. Et donc, nous avons une position géographique qui fait que nous pouvons être également un nœud pour les interconnexions. Et c'est ce que nous cherchons également à développer pour contribuer à plus d'intégration. Et donc, cette politique nous a permis de lancer un certain nombre de programmes. Et on l'a toujours considéré également dans nos démarches, c'est que quelles que soient les évolutions qu'ils peuvent avoir, il faut avoir une stratégie claire, il faut mettre en place un environnement juridique adapté pour tous les types de développement, et il faut également, bien sûr, accompagner les ressources humaines nécessaires. Je viendrai à vous. Merci pour ces éclairages qui sont enrichissants. Je pense que les politiques qui sont puisées au Sénégal et en Mauritanie à travers le projet GTA déjà a une base, j'allais dire, stratégique, mais une volonté politique forte, montrer un encadrement institutionnel qui permet de mettre ça en œuvre. Justement, je voudrais demander à M. Abdelbadi, en tant que partie prenante de ce grand projet qui fait du Sénégal et la Mauritanie les têtes de pont, mais la Mauritanie en avance d'abord, puisque vous avez été producteur, vous avez réussi un certain nombre de choses, vous êtes partie prenante de l'OMVS qui est un autre projet d'intégration sous-régional, où vous êtes très actif avec le Sénégal, le Mali, la Guinée, où un actif important existe déjà. Comment pensez-vous utiliser justement ces expériences accumulées dans le cadre de ces projets, et expliquer un peu plus aux autres pays, y compris aux acteurs qui sont là, comment fonctionne ce partenariat avec le Sénégal qui nous donne tant d'espoir par rapport à tout ce que nos autorités ont expliqué ce matin. Merci beaucoup. Tout d'abord, je remercie le Sénégal, le président, la ministre, mes collègues du ministère, mon frère DG de Petrosen, pour avoir donné l'occasion à mes collègues ici à discuter de problématiques d'enjeux importants pour notre sous-région et pour l'Afrique entière, et même pour le monde en réalité. Pour revenir à votre question, je dirais que tout d'abord, le contexte géologique de notre bassin il est identique. Les enjeux stratégiques et géopolitiques pour nos États sont les mêmes. L'adhésion et la vision de nos politiques en matière d'intégration sous-régionale et africaine sont les mêmes. Autant de facteurs qui font que nous devons tous travailler pour cette intégration africaine sur laquelle je pense que le président aujourd'hui, Macky Sall, et les ministres, le secrétaire général de la PO ont bien parlé de ces enjeux et de sa faisabilité. Je pense que pour ce qui est du bassin OMVS, de l'espace OMVS, nous avons un modèle de coopération qui a survécu beaucoup de défis, et qui est aujourd'hui un exemple, qui date de plus d'une trentaine d'années. On ne cesse pas de le nommer comme étant un exemple à suivre pour effectivement notre coopération énergétique, notre coopération dans le monde, dans l'activité IP. C'est né d'une volonté politique d'abord, d'une volonté manifeste d'intégration et de complémentarité, et d'une vision et d'une planification pour la mise en place des instruments nécessaires pour réussir cette vision et cette politique. Je pense que la même chose, nous sommes appelés à le faire pour l'énergie. On parle souvent de l'interconnexion au sein des États des réseaux électriques, de l'interconnexion sous-régionale. On parle de l'interconnexion des routes,
à l'intérieur des pays, d'interconnexion au niveau sous-régional pour fluidifier les transports des biens et services, des personnes et des biens. Et je pense qu'il y a encore temps qu'on parle de l'intégration dans les États et au sein des sous-régions, des connexions des réseaux de gaziers. C'est juste pour donner un exemple d'un type d'interconnexion et d'intégration qu'on peut entamer rapidement et je suppose pas difficilement et dans un délai raisonnable en utilisant les ressources au niveau de certaines régions, la Mauritanie, le Sénégal, d'autres bassins encore qui sont prolifiques. Je rappelle que dans notre bassin, je prends juste l'exemple de la Mauritanie, nous sommes déjà 100 TCF de gaz découverts, connus, après plus de 3 000 milliards de mètres cubes. Nous avons un potentiel énorme. Notre bassin est peu exploré. C'est vrai que nous avons les défis de l'acquisition des données, de leur valorisation, de leur compilation au niveau de la sous-région pour mieux connaître notre potentiel et le cartographier. C'est dire que le bassin est promoteur pour développer nos industries locales, pour énergiser nos pays et pour contribuer encore à l'approvisionnement et la stabilisation de l'approvisionnement d'énergie au niveau mondial. Donc, autant de facteurs qui font que nous pouvons créer nos hubs énergétiques pour nos besoins locaux, pour nos besoins sous-régionaux, pour notre besoin continental et naturellement pour aussi contribuer à l'approvisionnement du monde qui est quelque part notre responsabilité. D'autant plus qu'aujourd'hui, avec le West African Power Pool, le West African Gas Pipe, mais aussi l'interconnexion des réseaux, les lignes haute tension qui sont dans le cadre des projets hydrauliques entre l'OMVS et l'OMVG. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une volonté du gouvernement mauritanien de promouvoir l'investissement du secteur privé qui pourrait s'installer sur des centrales à grande capacité et injecter la production? Évidemment, avec le West African Power Pool, ça irait jusqu'au Nigeria, par exemple. Aujourd'hui, est-ce que c'est envisageable à court terme pour résorber justement le gap d'accès à l'électricité qui est la vraie problématique de l'Afrique? Parce qu'il faut qu'il y ait des réseaux comme ça, il faut qu'il y ait le marché, et après, évidemment, le secteur privé pourra venir pour faire ce type d'investissement. On a annoncé une centrale de 300 MW au Sénégal, je crois. Ça viendra renforcer un peu notre souci d'accès universel à l'horizon 2025. Mais comme vous l'avez dit, évidemment, il y a Singeti et toutes ces découvertes qui datent. Et donc, comment peut-on faire aujourd'hui pour justement mettre en œuvre cela et l'injecter dans le réseau au lieu justement de le liquéfier et de l'amener vers les marchés du Nord? Absolument. Je pense que le ministre aujourd'hui était clair. La Mauritanie a une vision d'être un hub énergétique intégré, évidemment utilisant nos ressources gazières qui sont déjà là, et aussi utilisant notre potentiel éolien et solaire qui est énorme. La Mauritanie vient d'adopter, il y a juste moins de 3 mois, un nouveau code d'électricité qui promet effectivement la production par des indépendants. L'idée est effectivement de promouvoir et d'inciter le privé à développer l'électricité, effectivement de pouvoir l'injecter soit dans les réseaux locaux, soit dans les réseaux régionaux, pour qu'un jour on puisse effectivement alimenter toute l'Afrique à travers la Mauritanie a un atout énorme qui est peut-être partagé par 2 ou 3 pays dans le monde. Il a une superficie d'1 million de kilomètres carrés, des vents qui soufflent toute l'année avec une vitesse d'à peu près 9 mètres par seconde, un ensoleillement constant toute l'année et une façade maritime de 700 km sur l'abondance de l'eau. Donc on a autant d'atouts qui nous permettent de produire probablement tous les besoins de l'Afrique en termes d'énergie solaire et éolienne. Et finalement, on l'a annoncé, donc notre positionnement pour l'hydrogène vert et l'ammoniac vert, donc il est déjà annoncé. Justement, demander au docteur Wame Ba Nwako. Le Ghana est un pays producteur. I should do it in English, but it's better to do it in French. It's the official language.
They translate it properly? Okay. Yes. Donc, voilà, le Ghana est un pays déjà producteur. Le Sénégal, entre autres pays, je pense, s'est beaucoup inspiré de ce que vous avez fait là-bas, notamment en développant le contenu local et en utilisant les ressources pour supporter le développement intégré de votre pays, notamment dans la production des mines, la production d'énergie et la transformation de certaines ressources, notamment le développement de chaînes de valeur, donc, qui ont beaucoup d'impact sur l'emploi, mais aussi la création de richesses dans le pays. Au point où on cite le Ghana comme un bon exemple à suivre. Et que pouvez-vous nous dire sur ce qui a marché chez vous et que vous pensez que des réformes pourraient être faites dans des pays comme le Sénégal, la Mauritanie et tous les autres pays justement qui sont dans le bassin pour qu'ensemble nous puissions bénéficier de vos expertises? Et qu'est-ce que vous pouvez faire aussi pour venir dans ce marché? Parce que la chance que nous avons aujourd'hui aussi, c'est que nous avons du Maroc au Ghana, donc l'ensemble des pays, donc un bassin qui est vraiment extraordinaire, quelqu'un l'a dit. Il est le même pratiquement, parce que nous avons la Sierra Leone, nous avons vous-même et les 5 pays, plus justement le Maroc au nord, c'est de la Méditerranée, pratiquement à l'équateur. Qu'est-ce qu'on peut tirer de l'expérience ghanéenne? Thank you very much. Let me also thank the organizers and host for the wonderful reception that we've had so far. I'm enjoying. This is my second time in Senegal. The first time was for football. This is for Petro. I'm a huge football fan. And the Black Stars lost. Huh? Well, the new stadium is just here, yes, not far from here. I saw the stadium and I was amazed. I think I want to congratulate Senegal for investing in what they believe in. Yes. And that for me is also the story of Petro and the resources that we get out of our natural resources. It's for the benefit of the people. And so you need to define what the people want and you invest in that. And so I'll come briefly to that. For Ghana, in terms of the energy mix, from our independence, we relied heavily on hydro. So we already were green, even before this conversation started. Somewhere along the line, because of environmental changes, sometimes the water sources will dry up and then production of electricity becomes a challenge. And so we needed to look for alternative sources. And in that case, we moved in the intermediate period, it was more of heavy fuel oil, which we relied on. Luckily, then we struck oil and gas in quite some good quantities. Some of our fuels are associated fuels, so basically the gas comes along the production of the oil. We also have non-associated fuels, so it means that these are pure gas resources. But before then, the conversation about regional integration, we had taken it to the right level with Nigeria, with the West Africa gas pipeline. So even before we moved into using our own gas for electricity generation, we were supporting the West Africa gas pipeline, that's GNPC, to make sure that the power producers in Ghana had the gas. Once we started producing our own gas, then we needed to look at the infrastructure that is required for us to use our own gas. Most of the industries that will require that gas is mostly located in the eastern part of the country, whilst the oil production and gas production is towards the west. So we needed to build our own gas pipeline, an interconnection, our own gas pipeline with the West Africa gas pipeline, so that we can move surplus gas from the west to the east. And if enough is not being generated in the west, we can also do so. It's a reverse flow thing that we did. So just to ensure that Ghanaians enjoy the resources that we were finding offshore. What has happened is that we even use savings from the work that we were doing with ENI, the original budget for the project, whatever savings we got, we decided to use it to reduce the cost of power so that Ghanaians will benefit. So I think the object for the Ghanaian government has always to make sure that affordable power is available, and GNPC's target in this regard is to facilitate that.
Even though our target is in the oil and gas exploration and production, we use part of the resources to facilitate midstream and downstream activities. Because even for us to utilize our gas, we need to provide the infrastructure. So it's in our own interest that there's a market, a domestic market for our gas. And that is why GNPC gets involved, even in the downstream bit of the conversation, and midstream as well, providing the infrastructure. Not owned necessarily by GNPC, but then we serve as the leverage to ensure that the market exists. In terms of lessons that my friends from the MSGBC region can learn, I'm sure local content has been key on their conversation. So just, I think a couple of days ago, a week ago, my brother from Gambia was our guest in Accra. We signed an MOU. Excellent. That is to make sure that we pick lessons from each other, even though the lessons will be sometimes lopsided because we're taking the lead. But there's a lot to also learn from them. The industry is still young as far as we are concerned. There are new opportunities to be explored. We are venturing into LNG as well. We've already started the setting up of an LNG facility in Tema. It provides regasification opportunities, which means that potentially it is possible for us to, once Senegal and Mauritania find resources, if we have a shortage in gas supply, it is possible for us to pick LNG from Mauritania and Senegal, ship it to Ghana. We have the facility to convert it back to gas for our production plants. We're also thinking about liquefaction facilities, which allows us to, liquefy the excess, gas. So there's potential for trade within our. I might not want to stretch it to Mauritania, Morocco, and others, but at least within our region, Togo, Burkina Faso, Benin, we could begin what the ministers talked about. We might not necessarily have to start an African-wide pipeline, but regional ones would then lead to interconnections over time. So it is always possible, and I think these visits, I think over lunch, Namibia, we had a few conversations. There are always opportunities for each of us to learn. We have really invested a bit of the resources that we've obtained so far, even in capacity development, to the extent that GNPC is currently in the onshore Vautien Basin, which covers about 40% of the landmass of Ghana. In the first phase of seismic acquisition, we had to bring foreigners in to do the work. But as we speak now, all the staff on the field doing the seismic collection are staff of GNPC. So we build the capacity by learning what was being done by the people we hired and brought in. Thank you very much. It's also very important. It's very interesting. I'll be back, I think, for a final round, just to hear your conclusion. But we are on a hurry today. And je vais juste demander à Céline Dion, parce que les thèmes qui sont abordés ici sont très importants. Mais on sait d'abord qu'il faut faire la promotion, il faut faire des découvertes, il faut attirer les compagnies. Et on l'a dit tout à l'heure, le bassin est impressionnant de potentiel, mais il est aussi largement sous-exploré. Il est sous-exploré. À un moment donné, il n'y a pas eu beaucoup d'argent pour le secteur. Je pense que des initiatives ont été faites, comme l'aspect survey régional qui avait été tiré et qui a permis, entre autres, de mettre beaucoup de données, puisque ça ne sert pas, je pense, que chaque pays du bassin aille dans les conférences internationales avec son petit bouffe, puisqu'il n'y a pas de compétition. Nous avons le même bassin. Est-ce qu'il est envisageable, de faire une promotion groupée dans les grandes conférences internationales? D'abord, qu'on ait un pavillon MSGBC où tout le monde est là. Est-ce qu'il est possible d'aller jusqu'au partage de certaines expériences de négociation avec les compagnies? Quand une compagnie vient en Mauritanie négocier des termes contractuels, quand elle vient au Sénégal, est-ce qu'on peut envisager qu'il y ait des partenariats dans ce sens pour échange d'informations, même si nous savons tous que les contrats ont un certain degré de confidentialité? Est-ce qu'il est possible
donc de partager les données depuis les rapports, tout ce qu'on a sur le bassin, puisque le bassin est global. L'avantage de cela, c'est de fast-tracker les processus de promotion, de minimiser les coûts, mais aussi de partager les informations. Vous qui avez été là depuis quelque temps et qui avez vu le MSDBC naître avec tous ces projets-là, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à toutes ces équipes et qu'est-ce que vous pensez, jusqu'où pensez-vous qu'on peut aller? Non, à celui de Noviera. C'est la Guinée-Bissau. Oui. Merci d'abord à la Petrosen pour nous avoir invités à assister à cet important forum. Et merci au Sénégal pour nous accueillir, un pays frère. Et merci à M. Mboup, que lui, en étant directeur général de la Petrosen, il a développé beaucoup d'efforts pour nous rassembler, pour avoir un forum pour discuter des choses qui viennent de référer. Mais avant de continuer, je voudrais vous dire une chose pour vous faire rire. Quelqu'un se plaignait à l'instant sur la langue anglaise, que les gens sont en train de parler en anglais. Alors, qu'est-ce que nous, les lusophones, nous allons dire? Entourés par les pays francophones, on est obligé à parler le français. Est-ce que vous avez vu dans un forum, ici au Sénégal, ailleurs, dans la zone de MSGBC, quelqu'un en train de traduire les Portugais? Jamais. Ah oui, ça, je pense que les organisateurs vont le noter pour la prochaine session. Oui. M. Mboup vient de parler de l'acquisition sismique bidimensionnelle qui a été faite dans le bassin. Ça a propulsé, si je peux dire ça, tout ce que nous, on est en train d'avoir maintenant. Parce qu'en ce moment-là, c'était tellement difficile, sans les données. Vous savez bien que la géologie n'a pas de frontières. Alors, sans les données, comment convaincre une compagnie à venir investir chez nous? Sans les données, sans avoir une idée sur la géologie. On parle toujours de notre bassin, oui, mais quelles sont les données pour justifier notre demande envers les compagnies pétrolifères? Alors avec l'acquisition NOAM, l'acquisition DD, nous on a continué ça, on a fait relier dernièrement la zone où les découvertes au Sénégal ont été faites avec les blocs de l'offshore profond de chez nous. Donc, les compagnies maintenant ont des instruments pour voir, pour analyser l'évolution de la géologie, ce qui est très important. Et maintenant, en parlant de potentialités, on peut se baser sur les données existantes. Je parle des données sismiques, bi- et tridimensionnelles. Mais ça ne veut pas dire que nous, on peut rester assis et croiser les mains en attendant que les gens arrivent chez nous en nous demandant des blocs. On doit continuer, on a continué d'ailleurs à faire des efforts pour convaincre les compagnies pétrolifères à venir chez nous. Vous savez, nos pays sont des pays pauvres. Moi, je parle surtout de la Guinée-Bissau. On a des problèmes extrêmes de pauvreté. Alors, comment est-ce que vous croyez que ça allait être facile de financer les opérations pétrolifères de recherche? Non, ce n'est pas possible. Il fallait inventer, être en contact avec des compagnies nationales des autres pays de la sous-région et surtout batailler ensemble. C'est dans ce cadre qu'on a organisé, si vous vous souvenez de ça, les roadshows qu'on a fait à Houston et à Londres. Et ça nous a montré qu'en faisant la promotion ensemble, on arrive à capter beaucoup plus d'attention des gens. Parce qu'on parle toujours du même bassin. Et c'est pour ça que nous, on est toujours dans l'état de supporter ce genre d'initiatives.
faire qu'on arrive, parce qu'au moins, notre coopération régionale, coopération au sein du bassin, peut nous aider à barrer les chemins aux compagnies pétrolières qui viennent, fausses compagnies pétrolières qui viennent pour avoir des licences et aller les vendre ailleurs. Juste pour ça, on a besoin d'être ensemble. Et surtout, pour échanger. Nous, on est en train d'apprendre avec, comme on avait appris avec la Mauritanie, on est en train d'apprendre avec le Sénégal. On va continuer à apprendre avec les pays, pas seulement de notre bassin, mais les pays de l'Afrique en général. Comme j'ai aimé écouter ce que Madame a raconté sur le Maroc, qui est très intéressant. Et ça nous donne beaucoup plus de force pour continuer. Merci beaucoup, Célé d'Union. Juste pour dire que vous êtes traduit en portugais en direct. Et donc, ceux qui veulent donc, mettre des casques en portugais, et que c'était prévu. Alors, ça, c'est très important. Merci. Parce que c'est la première fois. Ah oui, mais vous savez que chaque année, ils essaient d'améliorer. Et donc, merci beaucoup. On n'a plus beaucoup de temps. Je vais continuer avec nos amis de la Gambie et après de la Guinée. Donc, je voudrais demander à notre ami M. Barrault, je peux dire en français, de toute façon, it's translated, pour dire effectivement la Gambie comme la Guinée-Conakry, comme la Guinée-Bissau, sont les pays avec le Sénégal et la Mauritanie dans les bassins qui ont un potentiel reconnu, qui ont fait des efforts soutenus dans la promotion, mais qui n'ont pas encore l'avantage de faire des découvertes majeures, même si les forages en cours et les programmes d'exploration qui sont annoncés laissent augurer de belles perspectives. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous, dans le cadre de votre mission de promotion, trouvez-vous comme difficulté et dont les solutions pourraient venir, par exemple, de partenariats un peu poussés avec la Mauritanie, avec le Sénégal, avec la Guinée-Bissau ou avec la Guinée-Conakry? Qu'est-ce que vous pensez que si nos autorités le décidaient en termes de réformes, celles qui sont faisables à votre niveau, au niveau des sociétés nationales ou de nos gouvernements, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour justement qu'on ait une dynamique collective pour porter ce bassin auprès des compagnies pétrolières? Yeah. Thank you very much. That is a very good and relevant question. Actually, but before answering the question, I would like to give you a brief rundown as to what the Gambian National GNP, the Gambian National Petroleum Corporation, is all about. Our company was actually established by an act of parliament in 2014 with the core focus on upstream, that is exploration, development along the value chain of the petroleum products. So basically, our current activity is in downstream, that's the operation of filling stations, which came incidentally. That is not what GNPC was meant for. So the responsibility for getting IOCs to invest in exploration rests with the Commission of Petroleum and the Minister of Petroleum, which are all housed in one building together with the Gambian National Petroleum Corporation. What you said is very true and is very right, and that is all about collaboration. As somebody said earlier, petrocarbons knows no geological boundary. You know, in the subsurface, there is no, the boundary for petrocarbons. So basically, it is important, for the MSDB region to actually collaborate. All right, and this collaboration can be in many forms. Number one, it can be actually knowledge sharing. All right, transfer of knowledge and skills, to each other. Absolutely. Like as my brother from Ghana said, we were in Ghana last week. In 2018, we signed an MOU with Ghana, which expired, and we went there to renew. We had actually done such with Petrosen of Senegal and Mauritania as well.
and we are in the process of doing that. So that is a way of actually, trying to get knowledge transfer, because you can actually send your staff on industrial attachment. So the experience, the countries would actually take them and share with them what their experiences has been from the onset, which is actually very vital. They will learn about the mistakes and about the successes as well. So that is very good. The other thing is that there can also be framework agreements as how they want to operate and so forth. Because under these MOUs, they can also have the data sharing. The staff from countries that are yet to make any discoveries can actually be taught about data analysis, and transfer of knowledge in other aspects like seismic data gathering and so forth. All these knowledge the skills that can actually be transferred. It is also very important for us to have a common platform where we can actually look at the data across the basin. This would actually help us to realize the potentials and also to be able to fruitfully engage potential IOCs who want to invest in the country and in the basin as well. There can also be a joint local content. That's something that can be looked at. If, for example, there is an IOC that has invested in the Gambia, for example, and some of the things that are required, which are actually required, but then are not available in the Gambia, could probably be sourced from neighboring countries like Senegal, the Guinea-Conakry and so forth. And as an example, during the last drilling in the Gambia, the Senegalese harbor here was actually was used as the soul base, for FAR that actually drilled the well. So this collaboration, interconnectedness, sharing of skills and knowledge is actually very key. And I think that is very important for the NOCs in the basin to actually decide, agree on something forward on that aspect, because that is going to help all of us in the end. So that's very key. You also spoke about one challenge. I think one challenge at the moment is actually attracting and retaining potential investors is key. With this talk about energy transition to renewable energy, it's very clear that the West is no longer encouraging their banks and financial institutions to give out money to investors to invest in Africa in oil and gas. So this is actually a challenge, and as one speaker alluded on it this morning, it is our responsibility. So we need to come up with initiatives as countries in Africa, in the basin in particular, to see how we can source funding. And this can be done in many ways. We can actually go in for PPPs. That is the public-private partnership. This is something that actually can be initiated. There are lots of Africans, in the diaspora. So we can actually also try to entice the diasporians to actually invest in the basins. So these are some of the things that could do. On a last resort, government might actually want to issue bonds, long-term bonds, which can also be used to actually fund some of these projects. So as I said, the main challenge right now is actually attracting and retaining investors, serious investors who would actually want to invest in the blocks, in the oil blocks in the region. Thank you very much. Thank you very much pour les solutions innovantes que vous avez énumérées. Je voudrais profiter pour saluer M. Kraga, qui est l'executive director de ARDA, African Refiners and Distributors, et donc le secrétaire général de l'APO aussi, qui a ce matin parlé de solutions de financement africaines
à travers la Afrexim Bank et d'autres partenaires financiers. Je pense que c'est important que nous ayons des solutions développées et donc par le marché financier africain qui pour permettre le financement de l'Afrique. Même si ce que le ministre Itoa a dit avec l'Union européenne qui reconnaît le gaz comme étant un élément de transition acceptable, je pense qu'avec le plaidoyer du président Sall, qui est président de l'Union africaine au G7 et ailleurs, je crois qu'avec tous les autres chefs d'État africains, la problématique de Glasgow va être réglée parce qu'on ne peut pas faire autrement sans le gaz africain. Et s'il pollue en Afrique, il polluera aussi en Europe. Et on a vu que beaucoup d'Européens sont venus le demander. Je ne vais malheureusement pas faire 2 tours. Je vais prendre les 2 derniers parce que le temps est passé. Le thème est très passionnant. Je voulais demander à... J'ai terminé avec les plus jeunes, hein, Tcherno et Mamadou, parce que c'est les Benjamins du groupe. Et c'est les derniers arrivés en plus, pour qu'ils apprennent des anciens qu'il faut écouter et donc pouvoir donner son point de vue. Mamadou, vous avez entendu évidemment tous les sujets sur lesquels on a discuté. Je sais qu'en Guinée, vous avez de grosses ambitions, vous avez un bassin qui a un gros potentiel, comme pour les autres mines d'ailleurs, mais qui n'a pas été, qui est encore très sous-exploré. Je sais tous les efforts que vous déployez à travers la SONAP, avec le ministère en charge de l'énergie et les autorités guinéennes pour promouvoir cela. Vous avez pris fonction, vous avez vu les problématiques qui sont posées sur le financement de l'exploration, sur le financement de la promotion, sur la gestion des données qui existent. Qu'avez-vous retenu et que souhaiteriez-vous que les autres pays déjà fassent autour de vous pour qu'ensemble on se mette tous au même niveau et qu'on porte d'un seul pas la promotion de ce bassin? Merci beaucoup. Je vais commencer par remercier les autorités sénégalaises de nous avoir invités et de donner la chance de nous exprimer ici. Comme vous avez dit, nous avons pris fonction, certes, et nous avons remarqué beaucoup de problèmes. Je pense que ce que les autres pays peuvent faire pour nous aider et les autres pays qui sont dans la même situation que nous, c'est une collaboration. On sait certes que les pays ont des frontières terrestres, mais pas la géologie. Et nous savons aussi bien que les pays comme le Sénégal, la Mauritanie et même le Maroc sont des pays qui sont en avance. Je sais bien que la dame du Maroc a dit qu'ils n'ont pas fait de découvertes pétrolières, mais je sais qu'ils sont en avance dans le domaine gazier. Et le Sénégal, qui est notre voisin le plus proche aussi, qui vient de faire de grandes découvertes. Et au sud, nous avons la Côte d'Ivoire aussi, qui vient de faire de grandes découvertes, dont l'une des découvertes était la semaine passée. Donc, qu'est-ce que cela fait des pays comme nous? Ça nous donne de l'espoir. De l'espoir comme nous savons tous que c'est le même plateau que nous traversons tous. Nous savons qu'il faut beaucoup d'argent. Malheureusement, nous sommes venus à une période où non seulement c'est la période de Covid, mais si ce n'était pas à cause même de la situation de l'Ukraine, les pays avaient décidé de ne pas trop investir dedans. Donc je pense que pour la première des choses, le gouvernement doit faire la découverte pétrolière une priorité. Parce que pourquoi? Lorsque tout cela, je sais que les gens parlaient de collaboration, de présentation des données. Moi, je suis pour ça parce que si tout de suite là, beaucoup de compagnies qui sont au Sénégal ou qui veulent rentrer dans le Sénégal voient que les mêmes réalités, les mêmes géologies se trouvent dans un pays au sud, ils vont sûrement commencer à penser que, écoute, nous devons regarder le sud. Et pour cela, nous avons besoin de nos amis sénégalais ici, de nous recommander, surtout aux compagnies qui viennent, puisque maintenant le Sénégal n'est plus un pays qu'on appelle frontière country. Ils ont fait une découverte, ils n'ont pas encore commencé la production, qui vont commencer l'année prochaine. Donc, de ce fait, maintenant, les méthodes d'entrée dans le Sénégal deviennent un peu plus compliquées. Mais je vous parie que nous, en Guinée, nous sommes prêts à prendre ces compagnies. Et je peux dire à mon homologue ici, n'importe qui ne veut pas envoyer au sud, nous sommes prêts à les prendre. Cette collaboration, notre pays, nous sommes un pays béni, mais dont cette bénédiction a construit notre malheur, surtout sur nos ressources naturelles. Je n'ai pas besoin de présenter la Guinée sur le plan minier. Si nous ne sommes pas premiers en Afrique, en tout cas, nous sommes premiers ex aequo. Donc, qu'est-ce que cela a fait? Cela a fait que, certes, nous sommes riches en mines, mais nous ne sommes plus basés sur d'autres choses.
Donc un peu comme la Guinée et le Sénégal, ou la Guinée comme la Côte d'Ivoire, peuvent avoir des relations si nos politiques le veulent, ou nous allons les transmettre les idées, les moyens financiers que nous avons, parce que tout est une question financière, que nous avons sur le côté minier. En contrepartie, comme ils ont déjà pris de l'avance sur nous, je suis sûr qu'ils savent comment financer. Ils ont des données qui soient prêts à travailler avec nous en Guinée pour qu'ensemble on puisse présenter. Parce que si le bassin, si la Guinée aussi fait une découverte, ou la Gambie et d'autres pays, qu'est-ce que cela fait? Ça va permettre au bassin de MSGBC, premièrement, de casser le prix. Parce que je vous parie que lorsque le Sénégal va commencer à produire l'année dans 2 ans, comme ils le disent, ça nous coûte maintenant beaucoup moins cher. Surtout comme il y a une taxe maintenant qui est extraite en Afrique de l'Ouest, qui est une taxe commune, ça va nous coûter moins cher de prendre nos pétroles du Sénégal, puisque la SONAP ne s'occupe pas seulement de l'exploration, mais aussi de la distribution. Ça va nous permettre de prendre notre pétrole au Sénégal que d'aller le chercher en Barcelone. Donc de ce fait que si les autres pays ici, ça nous permet s'ils nous aident le Sénégal et les autres pays pour nous recommander, pour nous envoyer, pour partager ces données et qu'ensemble, on puisse au moins commencer les BCK et faire une découverte chez nous aussi. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que maintenant, il y a une zone en Afrique qui peut combattre avec le PEP. Et la chance que nous avons ici, et bien sûr, le ministre en avait parlé tout de suite là, ce matin. Ils disent que miraculeusement, maintenant, le gaz, c'est un bon produit. La plupart des découvertes de la Mauritanie jusqu'à vers l'Afrique du Sud sont soit du gaz ou un mélange des deux. Donc, pourquoi ne pas faire du prochain hub financier dans le domaine pétrolier de l'Afrique de l'Ouest si on se concentre ensemble et que ces pays qui ont de l'avance viennent à leurs petits frères qui se trouvent en Guinée pour nous aider à atteindre leur niveau. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup. Je pense que c'est très important. Quand on parlait un peu de votre pays en particulier et des découvertes de gaz qu'il y a en Mauritanie, au Sénégal, et quand on disait que le gaz, c'était pas seulement l'énergie, mais c'était l'économie, c'est évidemment, on pense aux matières premières, au fer de Mauritanie, à la bauxite chez vous, au fer de Sierra Leone, au fer de la Falémé. Comment peut-on faire pour justement utiliser notre gaz, faire de l'énergie et lancer de grandes entreprises sidérurgiques qui, aujourd'hui, seraient en mesure non seulement de répondre aux besoins du développement en Afrique, mais d'exporter. Donc, d'où la nécessité de revenir à ce concept, de créer de la valeur ajoutée sur des chaînes localement. Et c'est simplement la seule façon qu'on peut faire. Parce que l'énergie est l'élément moteur qui fait qu'aujourd'hui, ces matières premières sont exportées. Maintenant qu'on a le gaz, on a un début de réseau avec le West African Gas Pipe, on a l'interconnexion des réseaux. Oui, je pense que ça doit être possible. Et ce qu'a dit aussi vos deux prédécesseurs du Ghana et de la Gambie sur les accords de partenariat qui sont signés, je pense que c'est important pour la capacitation des ressources humaines. On peut arriver à partager les expériences dans le cadre d'ateliers ou d'autres choses. Je vais terminer avec vous, Tcherno, parce que je connais un peu aussi les capacités de Petrosen, surtout ses capacités de gestion de ces données, sa banque de données pétrolières et la structuration qui en a été faite. Je sais aussi que nos amis mauritaniens, avec le NIM, ont atteint des niveaux extrêmement relevés. Est-ce qu'on ne peut pas arriver à avoir une espèce de data room sous-régional, donc pour le bassin à tout le moins, où toutes les données pourraient être consultables à l'image des programmes d'acquisition de riz. Évidemment, les compagnies auraient un seul accès à un seul endroit. Et donc, s'il y a un intérêt pour un pays, les données vendues sont évidemment payées au pays. Est-ce que vous ne pouvez pas arriver, on ne peut pas arriver à avoir une bourse de la promotion, où on centraliserait tout cela, et évidemment avec des possibilités de capacitation de tous les cadres des différentes sociétés, puisqu'on sait aussi l'investissement pour mettre à jour ces banques de données, numériser toutes les données, c'est assez compliqué. C'est la première question. La deuxième question, on a fait des réformes au Sénégal, des discussions que vous avez avec vos amis des autres pays. Qu'est-ce que vous pensez que le Sénégal peut partager en termes de succès connu, puisqu'avec la Mauritanie déjà, vous êtes déjà sur des choses concrètes? Je vous remercie, DG.
tout d'abord, permettez-moi de souhaiter encore une fois la bienvenue à mes distingués collègues au pays de la Teranga, mais également et surtout le remercier d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour cette conférence importante sur le pétrole, le gaz et l'électricité. Et c'est également un honneur et un grand privilège pour moi de partager cette table ronde pour discuter des stratégies de renforcement de la collaboration, mais également de l'intégration régionale. Je pense que nous avons plusieurs exemples qui illustrent cette coopération au niveau de la sous-région. Le projet GTA est une parfaite illustration de l'entente qu'il peut y avoir entre deux pays et que si nous décidons de travailler ensemble, nous pouvons faire beaucoup de choses. Au-delà justement du projet GTA, je pense qu'il y a d'autres collaborations que nous avons au niveau de la sous-région. Typiquement, comme il l'a souligné tantôt mon collègue de la Gambie, nous avons eu à signer des MOU avec eux, allant dans le sens justement d'échange d'expériences. Certes, Petrosen a une quarantaine d'années d'existence, a beaucoup appris depuis ces années, mais a toujours besoin aussi de continuer à apprendre. Et donc je pense que dans le cadre justement de ces MOU que nous avons signés d'abord avec la Gambie, et nous espérons avant la fin de cette conférence en signer avec la Guinée-Conakry, mais également nous avons l'AGC que nous partageons avec la Guinée-Bissau, et surtout le projet gazier, enfin de pipe de gaz qui va quitter le Nigeria pour aller au Maroc. Je pense que là également c'est une parfaite illustration et une très bonne opportunité pour les pays qui ne disposent pas du gaz de l'avoir, mais également des pays comme le Sénégal et la Mauritanie qui ont du gaz, de pouvoir l'exporter et donc d'atteindre et avoir d'autres marchés, d'autres débouchés en plus du GNL. Je pense, comme vous l'avez dit, on doit s'unir au lieu d'être en compétition. Je pense que les événements qui se sont déroulés lors des 4-5 dernières années nous ont beaucoup appris. D'abord, il y a eu Covid, ensuite, il y a eu les déclarations qu'il y a eu au niveau de la COP26 par rapport au financement des énergies fossiles, et tout récemment, la guerre, on va dire, entre l'Ukraine et la Russie. Ceci nous a appris, je pense, 3 choses. Une, il faudrait que nous produisons ce que nous consommons. C'est ça. Deuxièmement, il faut que nous les consommons... questions de souveraineté. Exactement. Deuxièmement, il faut que nous consommons ce que nous produisons. Et troisième chose, il faudrait qu'on se mette ensemble pour pouvoir justement lutter contre ces, on va dire, ces chocs exogènes qui ne dépendent pas de nous. Par rapport à la coopération entre les sociétés nationales, je pense que la première chose, c'est de mettre en place le cadre juridique. Et c'est dans ce sens-là la réflexion au niveau de la CEDEAO et de l'UEMOA d'avoir un code pétrolier régional est très pertinent. Ceci permettrait d'avoir premièrement une harmonisation des lois au niveau de la sous-région, mais également éviter cette compétition dont on parlait tantôt. Et ceci faciliterait derrière d'avoir toutes les pistes dont vous aviez dit, notamment la mise en place de data room régional, qui permettrait à toutes les sociétés de pouvoir consulter les données du bassin MSGBC. Je pense que dans le même projet également au niveau de la CEDEAO, il y a ce qu'on appelle le cadastre pétrolier régional, qui permettrait également d'avoir toutes ces données au niveau d'une plateforme et pouvant être consultées partout et par toutes les compagnies. Et c'est en travaillant ensemble justement que nous arriverons à mettre en valeur nos projets. Il faut que nous créions le marché, et pour créer le marché, il faut que nous soyons ensemble, le marché régional. Et raison pour laquelle, dès que nous avons eu nos découvertes, pétrole et gaz, le Sénégal a travaillé à élaborer un schéma directeur allant dans le sens de valoriser ces ressources au niveau local, mais également au niveau sous-régional pour permettre aux autres pays qui n'ont pas encore fait de découverte de pouvoir disposer de cette énergie à la place de l'importation. Et pour conclure, je pense que l'intégration, elle est évidente, elle doit se faire, mais les préalables, c'est d'abord d'avoir ce cadre juridique qui permettrait de faciliter pas mal de choses, mais surtout la volonté
de nos autorités. Et je pense qu'à travers la CEDEAO, l'UEMOA et l'Union africaine, les volontés sont là. Après, il faudra les traduire par des actes concrets. Merci beaucoup, c'est très intéressant. C'est vrai que le cadre institutionnel devra évoluer et si on arrive à cela, l'idée d'avoir un code pétrolier, au moins dans les grandes lignes, qui soit est très pertinent et en même temps permet une transparence meilleure. Et puis, vous savez, la jeunesse africaine aujourd'hui, 70%, presque 76% de la population qui a moins de 35 ans, les richesses comme le pétrole, comme le gaz, les mines ont tellement créé de problèmes partout et la communication n'a pas toujours été là pour donner la bonne et la vraie information. Je pense qu'avoir un cadre général comme ça qui permettrait de fixer les grandes lignes et chaque pays, évidemment, en fonction de ses dispositifs de taxation, pourrait donc mettre ces éléments de compétitivité, si on peut dire ainsi, parce que ça va être difficile d'avoir un code uniforme. Je pense que ça, déjà, ça aurait été une grande avancée. Et l'exemple de la coopération de la joint zone entre le Sénégal et la Mauritanie, d'une part, le Sénégal et la Guinée-Bissau, d'autre part, qui sont l'une des premières au monde, après ce qu'on a en mer du Nord, qui marche bien, pourrait servir justement de relais aussi pour crédibiliser une démarche initiée par les MSGBC. Je pense que, et tous les autres pays comme le Ghana, le Maroc, qui est notre partenaire naturel et qui a aussi beaucoup d'expérience dans ce domaine, pour que ces projets-là se portent à côté de nos chefs d'État, puisque vous êtes les outils d'application des politiques pétrolières des différents gouvernements pour que cela puisse passer. Je vais terminer en donnant l'honneur aux dames toujours, à Madame Benkadra qui a quelques messages à passer et puis on va clore la session parce qu'on est très en retard. Merci Monsieur Mbou de me donner cette opportunité de conclure par un projet extrêmement stratégique, structurant, qui répond à tous les débats que nous avons écoutés depuis ce matin, de nécessité d'intégration de notre continent, de coopération bilatérale, multilatérale entre nous et avec les autres. C'est le grand projet de gazoduc dont M. Seydou vient de parler maintenant, entre le Nigeria et le Maroc. Et ce projet, sa premier objectif, c'est d'être au service du développement économique et social. Non seulement il est conçu pour pouvoir accélérer l'accès à l'énergie de l'ensemble des pays qui sont sur le tracé, et il y en a 13 sur la façade atlantique et 3 à l'intérieur. Il y a également toute la capacité que vous avez soulevée avec beaucoup de rigueur, de contribution au développement et industriel. Tous nos pays sont riches, qu'il y a du fer, qu'il y a de la bauxite, qu'il y a du phosphate, qu'il y a des minerais métalliques, et donc il manquait d'énergie à un coût compétitif pour véritablement aller dans un développement industriel rapide. Il y a la création de marchés intégrés de l'énergie entre nous. Il y a également la baisse du torchage du gaz. Et donc, c'est une infrastructure d'une importance capitale. Nous avons mené les études de faisabilité, l'étude de pré-FID. Nous sommes en train de faire aujourd'hui la FID d'ingénierie détaillée. Et nous sommes en train également d'associer toutes les parties prenantes, donc tous les pays et toutes les grandes institutions de la région, notamment l'ECOWAS, qui a donné son accord pour que ce projet soit le projet fédérateur de la région, puisqu'il va inclure en son sein le projet d'extension du WACPI, du gazoduc Nigeria-Ghana vers la Côte d'Ivoire. Nous sommes en discussion extrêmement importante avec le Sénégal et la Mauritanie, producteurs, parce que dès le début de la conception de ce projet, ce n'était pas uniquement avec une vision de prendre le gaz du Nigeria, de le distribuer au fil de l'eau dans tous les pays qui en ont besoin pour leur développement social et industriel et d'export vers l'Europe. C'était également, dans la vision de ces concepteurs, c'était également un gazoduc qui permettrait à tout pays producteur de pouvoir l'utiliser pour envoyer du gaz. Et donc, avec nos amis mauritaniens et nos amis sénégalais, c'est une étape qui est en cours de discussion. Nous avons préparé des MOU avec ECOWAS pour la synergie entre l'ensemble des infrastructures, avec la Mauritanie et le Sénégal, qui seront, je l'espère, des grands fournisseurs de gaz et qui viendraient en complément de leurs grands projets en cours aujourd'hui de GTA et surtout de GNL avec leur phase 1 et leur phase 2. Mais ça va donner, avec les gazoducs, une nouvelle voie de production, de distribution locale dans les régions
et également d'export vers l'Europe. Et bien sûr, l'Europe reste également, c'était le cas au début de la conception du projet, exporter vers l'Europe pour aussi la rentabilité. Et je vous avoue qu'au début, l'Europe, il y a 2 ans, n'était pas très ouverte quand on leur a parlé avec l'Union européenne. Et depuis la guerre de l'Ukraine, ils considèrent que c'est un projet important. Et donc, tous les propos qui ont été dits aujourd'hui sur la nécessité d'aller ensemble après les décisions qui ont prises à Glasgow, à la prochaine COP27 en Égypte, de défendre l'importance de l'exploitation des ressources de notre continent par ses propres citoyens, par ses propres pays, au service du développement intégré de notre région. Merci. Merci beaucoup. Je pense que c'était très important de vous laisser donner cette information. C'est un projet d'une cohérence incroyable, qui a un effet intégrateur aussi, tout aussi important. Évidemment, va permettre de faire la synthèse de tout ce qu'on a dit. Je pense que c'est l'occasion aussi pour les sociétés nationales de pousser auprès des gouvernements pour qu'à Sharm el-Sheikh, à la COP27, l'Afrique ne parle pour une fois que d'une seule voix. Je pense que le contexte actuel le permet, la géopolitique le permet, mais aussi les marchés tels qu'ils sont constitués et la demande mondiale le permet. Je voudrais terminer sur ça, vous remercier tous pour ce débat de très haut niveau, je crois. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris sur les grandes idées que vous avez. Et puis, donc, pour tous ceux qui se sont déplacés pour venir, je disais que c'est très difficile, dans une conférence comme celle-là en Afrique, d'avoir 8 ministres, comme on l'a eu tout à l'heure, et 8 pays représentés au plus haut niveau, donc plus toutes les compagnies internationales. Et c'est comme ça que les choses doivent se faire. Merci aussi à tous ceux qui nous suivaient. Et j'espère très bientôt, en 2022, ici. Voilà, merci beaucoup, madame. Nous avons dépassé le temps, mais il le fallait bien, je crois. Merci. Africa,